Bon, on va pas se le cacher, la plupart du temps, quand les gens prennent des notes sur des contenus qu'ils lisent, des livres et autres, ce qu'ils font, c'est simplement qu'ils notent les concepts qu'ils perçoivent intéressants dans les contenus, ils les rangent dans un dossier bien rangé, et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'ils ne relisent plus jamais la note qu'ils viennent de prendre. Et donc, ce que ça nous a créé à la fin, c'est une base d'informations, un sorte de Wikipédia personnel qui a pour plus ou moins seul intérêt le fait qu'on va pouvoir accéder de manière plus efficiente à l'information. Moi, j'aimerais qu'on se pose la question dans cette vidéo, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Comment faire en sorte que chaque note qu'on prenne dans notre système puisse nous inspirer à créer quelque chose de nouveau? Cette vidéo, elle s'adresse vraiment aux créateurs de nouvelles perspectives dans les domaines, aux créateurs de livres, de concepts, de métaphores, pédagogues. Comment est-ce qu'on peut, à partir justement de quelques notes qu'on prend, des inspirations sur des lectures qu'on fait, sur le monde en général, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces notes ne soient pas simplement une base de référence, mais qu'on puisse aussi s'en servir pour se faire inspirer de l'intérieur. Cette vidéo, elle va donc se décomposer en deux parties. La première partie dans laquelle je vais vous expliquer comment voir les notes, comme un atelier d'émergence et de création. Et ensuite, je vous expliquerai dans la deuxième partie comment je prends des notes concrètement en vous montrant mon logiciel de prise de notes sur mon ordinateur. C'est parti! Le premier point de cette vidéo, c'est de voir notre système de prise de notes comme un atelier intellectuel. Bon ok, alors mettons maintenant que je veux créer une nouvelle perspective sur le sujet de la macroéconomie. Donc qu'est-ce que je vais faire en temps normal, si j'ai pas de système de prise de notes? La première étape, c'est que je vais lire des livres sur le sujet. Je vais lire beaucoup de livres, de manière linéaire, un par un. Peut-être que les plus intéressants, je vais les lire plusieurs fois. Je vais peut-être faire des petites fiches cartonnées pour les retenir. Je vais peut-être ensuite aller m'intéresser aux gens qui ont écrit ces livres. Et donc je vais ensuite aller écouter des interviews de ces derniers, des podcasts, des vidéos, etc., des TEDx, de conférences de ces gens-là. Et ce que ça va faire, ce processus-là, c'est que petit à petit, je vais m'enfoncer en profondeur dans mon domaine. Donc, mettons que ça c'est un livre, tac, avec du coup pas mal de concepts qui sont empilés, le concept A, puis le concept B, puis le concept C, puis le concept D. Donc là c'est l'ordre linéaire du livre, si on veut. Puis ensuite, hop, on va revoir une conférence qui va nous redire le concept peut-être B, puis A, puis C, finalement, dans cet ordre-là, dans la conférence. Peut-être moins établi, mais ça reste les mêmes concepts, juste dans un ordre différent. Puis ensuite, je vais écouter un podcast, et là, le gars, il introduit le concept A, puis D, puis B, puis C, puis peut-être le concept E, en fait, on ne sait pas, parce qu'il y en a un nouveau qui est apparu, qui a trouvé. Mais globalement, ce qui va se passer, c'est que je vais toujours réentendre les mêmes concepts en boucle, évidemment. Et petit à petit, à force d'entendre ces concepts, des concepts qui me plaisent et tout, je vais commencer à faire en sorte que ces concepts-là, je commence à me coller à ces derniers. Donc je commence à me dire, ah bah oui, en fait, puisqu'on m'a dit que le fonctionnement de la création monétaire, ça se faisait comme ça, une création ex nihilo avec le prêt des banques, bah oui, à ce moment-là, ça marche comme ça. Et du coup, je vais commencer à me balader dans le monde, je vais commencer à interagir avec le gens, avec les réflexions, avec les news qui m'arrivent, par ces concepts auxquels je me suis collé. Je vais dire, bah oui, effectivement, il y a eu une récession à ce moment-là, parce qu'il y avait les taux d'intérêt directeurs qui étaient trop bas, parce que la création monétaire ex nihilo, elle a fait ça, etc. Peut-être que si j'avais lu d'autres livres, à un autre moment, dans un autre ordre, je me serais d'abord en fait identifié à d'autres concepts, celui, je sais pas, du communisme, de la redistribution, d'autres concepts comme ça, et donc peut-être que en fait, je verrais le monde par ces concepts-là. Ce qui se passe, pourquoi je vous parle de ça? En fait, je vais vous parler de ça parce que c'est ce qui se passe pour tout intellectuel, en fait, qui a pas d'atelier intellectuel, justement, comme on va développer là maintenant. C'est que il va simplement, à mesure qu'il apprend, venir creuser de plus en plus dans une seule vision du monde, ce qui fait qu'à la fin, il peut plus voir le reste du monde. C'est-à-dire que son champ de perspective, disons maintenant, s'il est au fond de ce trou-là, de ce champ de connaissances, sa perspective, c'est simplement ça. Il y a une perspective extrêmement étriquée du monde, et il n'arrive plus à voir ce qui se passe au-delà. Peut-être que là, ensuite, il y a un autre trou que quelqu'un d'autre a creusé, etc. Mais il peut plus le voir parce qu'il est allé tellement en profondeur du truc qu'il ne peut plus voir ce qui se passe en dehors, justement, de ses propres concepts, de ses propres croyances, auxquels il s'est complètement collé, et par lequel il voit le monde maintenant. Et il n'arrive même plus à voir que c'est des concepts qui sont vrais et partiels, que ça décrit pas toute la réalité. Non, ça, c'est ce qu'on appelle en fait un expert, plus ou moins. Donc ça, c'est ce qui se passe, et du coup, quand on va aller en profondeur et qu'on n'a pas d'atelier intellectuel, ce qui se passe, c'est qu'on lit plusieurs fois les mêmes choses, en boucle, ce qui fait qu'à la fin, on a une compréhension
relativement médiocre, mais qui suffit en fait dans la société pour faire ce qu'on veut, des concepts. C'est-à-dire qu'on peut relire plusieurs fois ce livre-là, et donc au fur et à mesure, on maîtrise de mieux en mieux les concepts, mais ça reste toujours une compréhension relativement floue. Parce qu'on ne comprend pas les composants et les mécaniques des composants. On ne comprend pas les first principles, en fait, on comprend simplement la théorie que nous apporte un auteur. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe quand on fait le protocole classique. Maintenant, je vous propose de voir ce qui se passe quand on donne la place au concept de s'épanouir grâce à un atelier intellectuel. Donc, grâce à un atelier intellectuel, qu'est-ce qui se passe? Bah, un atelier intellectuel bien designé, il va consister à, quand on lit un livre qui nous paraît intéressant, donc toujours le même livre, B, C, D, il va consister à prendre chacun des concepts qui sont à l'intérieur de ce livre-là, et ensuite de leur donner leur propre note. Donc la note A va devenir une note, la note B va devenir une note, la note C aussi, et la note D aussi. Qu'est-ce qu'on fait en donnant à chaque concept sa propre note? Première chose, on commence à comprendre les composants, les first principles, sur lesquels repose l'approche d'une personne. Parce que c'est une chose de lire un livre de manière linéaire, de comprendre la thèse, d'être d'accord, de voir les exemples, les histoires, etc. C'en est une autre que d'aller au cœur des concepts, de comprendre le concept profondément, et ensuite de le réexpliquer dans sa propre note, en nos propres mots, pour s'assurer qu'on a bien compris. Donc déjà, ça nous permet de passer à un niveau de compréhension bien supérieur de l'approche. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a nos concepts qui sont divisés, ce que ça va nous permettre également de faire, c'est de comparer ce travail-là avec beaucoup d'autres livres. Par exemple, là, on a un second livre, qui vient d'un autre auteur, donc qui parle d'autres concepts, donc je vais leur donner d'autres notes, E, F, G, et peut-être, non, on pourrait mettre un D bis, qui attaque à peu près le même concept D, mais sous un autre angle. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, on fait le même process, on va donner, dans leur propre note, la place à ces concepts. Voilà. Donc là, on a créé 4 nouvelles notes. En quoi ça, c'est génial? C'est génial parce que maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un nuage de concepts qui peuvent être reconnectables. Donc maintenant, je peux commencer à faire des comparaisons astucieuses. Je peux commencer à me balader dans mon atelier intellectuel et regarder, tiens, c'est quoi la comparaison entre le C et le E? Ah, intéressant, il y en a un qui voit ça de cette manière-là, l'autre qui voit ça d'une autre manière. Donc c'est une comparaison de croyances qui n'est pas la même, qui fait que ça aboutit pas au même résultat, mais au fond, c'est la même expression. Ok, intéressant. Puis maintenant, je peux comparer le D et le F. Et donc grâce à ça, je peux me dire, waouh, ok, intéressant. Peut-être qu'en fait, ils voient la même chose sous un angle différent, parce qu'ils ont des histoires de vie, des cultures différentes, et donc ils aboutissent pas au même résultat, mais en fin de compte, c'est la même chose sous-jacente. Et à force de faire ça, D et D bis, ah ouais, ok, donc là, c'est une différence, en fait, au niveau de la métaphore qu'ils ont utilisée, ce qui les a amenés à avoir des angles différents. Ok, intéressant. Et à mesure que je fais ça, et que je compare tout ce qui existe dans mon domaine de cette manière-là, de manière astucieuse, concept par concept, mécanisme par mécanisme, que j'arrive à identifier c'est quoi les croyances qu'ont les auteurs qui pondent ces concepts-là, qui leur fait dire ce genre de choses, pour ensuite pouvoir extraire et extrapoler ce qui reste une fois que tu as enlevé la croyance, quoi. Une fois que j'ai comparé tout ça plusieurs fois pendant longues heures, longues années, ce qui se passe, c'est que je commence à avoir de nouvelles idées qui émergent. Bah oui, parce que je me dis, tiens, il y a un truc qui est vraiment intéressant là-dedans. C'est que, en fait, en comparant ces concepts, je me suis rendu compte que tous voulaient dire à peu près la même chose, en réalité. Simplement, ils ont des croyances différentes, ils ont des visions du monde différentes, et donc ils aboutissent à des idéologies différentes. Mais qu'est-ce que je peux faire à partir de ça? Je pourrais me dire, en fait, ils veulent dire la même chose au fond. Au fond, ils veulent dire que, j'en sais rien, la croissance, c'est lié à l'accroissement du bonheur et de la productivité chez les gens. Et après, ils le disent de manière différente, soit par différentes idéologies. Et donc, du coup, en fait, c'est ça mon nouveau concept. Mon nouveau concept, qui serait le concept H, ce serait un concept qui naîtrait par émergence de la confrontation de toutes les pensées des autres auteurs que j'ai lus, et qui donnerait un nouveau concept qui me paraît plus pertinent. Parce que justement, je suis allé d'un point de vue méta, j'ai commencé à analyser tout ce qui se passait, et donc j'aurais pu justement créer un nouveau concept à partir de ces confrontations d'idées. Pour vous donner un exemple assez concret,
j'aimerais vous parler d'un petit peu un truc, moi, qui m'est arrivé dans le milieu de la productivité. Donc à un moment, je me suis dit, tiens, j'ai envie de lire tout ce qui existe sur la productivité pour voir ce qui existe dans le domaine. Donc j'ai lu des livres sur, je sais pas, les chronotypes, avec la biologie du truc. J'ai lu des livres sur, je sais pas, Action Types, MBTI et tout, avec les types de personnalité pour la productivité. Tout ce qui allait en fait dans la personnalisation de la productivité. Des trucs sur le flow, des trucs sur, je sais pas, des habitudes, des choses comme ça. Donc j'ai lu énormément de livres sur le sujet. Ensuite, j'ai fait l'effort, effectivement, de prendre chaque concept et de le diviser. Du coup, à la fin, j'avais un nuage de beaucoup de petits concepts qui flottaient comme ça et qui étaient prêts à être mis en parallèle. Ensuite, en regardant tout ça et en faisant l'effort du coup de regarder tout ce qui se passait, tout ce que pensait chaque auteur et pourquoi est-ce qu'il le pensait, avec quelles croyances, etc., j'ai pu commencer à avoir un regard différent sur l'ensemble de ces livres. Au lieu de me coller à une approche et de me dire « Ah, maintenant je suis un spécialiste de l'efficience par la chronobiologie, avec l'étude de vos gènes pour l'épigénétique, etc. etc. » Au lieu du coup de prendre le premier livre, d'aller à fond dedans et de m'enfermer dans un seul champ de perception de la réalité, comme on peut voir ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt fait cette approche-là, et donc ça m'a ouvert d'esprit, entre guillemets, en voyant toutes les approches qui existaient, et j'ai pu me mettre méta en comprenant les liens qu'il y avait entre toutes ces approches. Finalement, ce que j'ai réalisé, entre guillemets, c'est que, en ayant lu aussi des livres sur le yoga, donc peut-être d'autres disciplines, la spiritualité, le yoga, la conscience, la danse, l'analyse fonctionnelle du mouvement, des choses comme Action Types, etc. Donc des livres dans d'autres domaines. Ça m'a permis d'avoir encore d'autres concepts, etc., qui étaient prêts à interconnecter. Pas forcément dans le même domaine, du coup, mais dans des domaines qui sont pas trop éloignés en termes de fonctionnalité, d'idées, etc. Ça m'a permis, le fait d'avoir tout ça, ça m'a permis de faire des liens. Et finalement de pondre un nouveau concept dont j'ai pas encore forcément beaucoup parlé là sur YouTube, etc., mais qui est un concept que je travaille moi-même, c'est the yoga of living, en fait. C'est simplement le fait de designer des systèmes d'organisation à l'échelle de l'entreprise et à l'échelle de l'individu qui nous font faire les actions seulement quand on est prêt. Et comment est-ce qu'on peut, du coup, en permanence s'engager, en fait, à vivre la vie comme un grand flow continu et toujours faire les actions au moment où on est prêt. Comment est-ce que ça nous fait repenser le travail, la planification, le rapport au temps. Comment est-ce qu'en fait, parce qu'en fait, ce qui est un constat qu'on peut tous faire, c'est que quand on n'est pas prêt à faire une action, qu'on est par exemple en semi-burnout, fatigué, en stress pendant une période, et qu'on se force quand même à faire du taf, on fait du taf qui est beaucoup moins qualitatif, avec beaucoup moins de bonheur, et beaucoup moins rapidement. Alors qu'on peut faire peut-être du taf 4-5 fois plus rapidement, de meilleure qualité, quand on est prêt à faire une tâche, parce que c'est le bon moment pour nous. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait vivre une vie où on s'engage à faire du travail seulement quand on est prêt, donc peut-être très peu de pourcentage du temps en fait, mais que quand on est prêt, on arrive à se mettre dans les parfaites conditions pour le faire de manière merveilleuse, rentrer dans le flow, être créatif, et puis finalement réussir à aboutir notre concept, enfin notre travail. Donc bref, c'est ça mon concept qui a émergé de tout ça, parce que je me suis rendu compte que tout le monde voulait, par son approche, entre guillemets, silonnée, répondre à la même question, qui est comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens fassent des actions au moment où ils sont prêts. Mais personne n'arrivait à mettre le mot réellement dessus. Tout le monde disait comment optimiser sa productivité via la chronobiologie en faisant des actions au meilleur moment dans la journée en fonction de vos hormones, ceci, cela, etc. Alors qu'en fait, non, c'est qu'une question d'écoute du corps. Et ensuite, tu as toutes ces approches qui sont des datas qui vont te permettre de quantifier. Mais l'essence du truc, c'est l'écoute. Et surtout, la philosophie de vie qui va derrière, en fait. Parce que tu sens la philosophie de vie, tu fais rien d'autre. Donc en me rendant compte de tout ça, du coup j'ai commencé à développer une sorte de perspective sur ce sujet que j'ai jamais vraiment développé plus que ça. Mais c'est grâce à cette approche que ça m'a permis de créer quelque chose de nouveau. Et du coup, si on revient sur mon schéma que j'avais fait en haut, là, de la profondeur, d'être toujours en profondeur et d'être silonné, et donc de ne plus avoir de vision de la réalité, d'être extrêmement restreint, si on revient à ce dessin, ce qui se passe maintenant, c'est qu'au contraire, quand on a un concept, quand on a un livre, du coup, donc un livre ça pourrait être ça, du coup dans mon schéma, puis il y a un autre livre à côté, etc., et puis il y en a un troisième là, tac, on va faire comme ça. Au lieu de le relire, de lire des interviews du gars, etc., et d'aller toujours plus en profondeur dedans, et à la fin du coup d'être en bas et de plus avoir que ce champ-là de perception de la réalité, ce qui se passe, c'est que je vais au travers. Ah oui, parce que, ok, je vais en profondeur, et une fois que j'ai été en profondeur, ce que je fais, c'est que je commence à me dire, tiens, quels sont les concepts ? D'où viennent les concepts ? Quelles sont les croyances qui ont permis de générer ces concepts ? Je vais vraiment en profondeur dans ce champ conceptuel-là, et du coup, je sors au travers. Et du coup, maintenant, je suis à cet endroit-là, et du coup, mon champ de perception, c'est lequel ? C'est celui-là. Il est extrêmement large, parce que j'ai pu donc sortir de ce
cette expression linéaire d'une méthode. J'ai pu observer tous les concepts qui composaient cette méthode. J'ai pu voir leurs limitations. Donc je n'ai pas simplement collé de plus en plus à ces concepts jusqu'à devenir un spécialiste et un expert de cette méthode. Non, je suis allé au-delà de ce champ conceptuel. Et ça m'a permis ensuite de découvrir d'autres approches, desquelles je suis aussi allé au-delà. Et le fait d'aller au-delà de tout ça, et de rentrer encore plus en profondeur, ça m'a permis d'aller au travers des connaissances, de go through, et pas go deep pour s'y coller, mais go through, ce qui me permet ensuite de faire générer de nouvelles idées, parce que je ne suis pas collé à des connaissances, je suis l'observateur qui observe des champs conceptuels, qui voit que chaque concept qu'il a dans son dessin sont vrais, mais partiels, et pas simplement vrais, mais qui sont vrais et partiels, et donc je me mets dans une posture où je suis détaché des objets de connaissance que je découvre au quotidien, que je peux les analyser avec un esprit critique en voyant la limitation de toutes les approches, et ce qui me permet donc d'être détaché et de pouvoir faire émerger de nouvelles idées dans ce champ conceptuel-là que je regarde avec amusement. Voilà. Et c'est ça, le niveau le plus ultime que nous permet d'atteindre un atelier des connaissances. En ce moment, je donne justement un spectacle qui s'appelle Prisme, et donc justement, l'idée de ce spectacle, c'est de dire que en fait, on a tous un prisme de perception de la réalité par lequel on voit le monde, qui se forme au fil de notre éducation et de notre vie, qui contient toutes nos croyances, notre histoire de vie, notre culture, etc., etc. Et donc on voit la vie par ce prisme, tous, et on y est collé. Je suis Elliot, j'ai 20 ans, je fais telle activité, je suis danseur à Londres, je crois telle chose, je suis spécialiste de la gestion des connaissances, mais en réalité, c'est pas qui on est réellement. C'est juste les structures égotiques qu'on s'est construites dans ce monde, qui a ses propres croyances, ses propres parts, etc., etc. Donc du coup, je vois la vie par ce prisme. Et l'enjeu, en fait, dans le processus créatif, tout comme là, on vient de le faire grâce au dessin que vous voyez sur cette partie-là de l'écran, c'est de mettre de la distance avec ce prisme de perception de la réalité, pour réussir à commencer à l'observer, observer le champ conceptuel en fait, observer le champ de l'ego, des concepts, des mots, etc., d'un espace où on est l'observateur de ce dernier, pour réussir justement à avoir des nouveaux insights en fait, à voir les limitations de ce champ conceptuel, à voir que ce n'est pas la réalité, réussir à s'en détacher, et de cet espace de distance avec les concepts, de cet espace où on peut tout observer sans s'y attacher, on arrive à faire émerger de nouvelles idées. Et il y a vraiment un truc dans ce processus-là, c'est on l'a dit en fait, voir les idées comme des médiums, les notes pardon, comme des médiums pour mieux réfléchir, c'est pareil là, c'est comment est-ce qu'une idée qui est là, peut nous inspirer, en fait, dans notre fort intérieur, je sais pas, il y a un truc de résonance qui se passe, waouh, ça nous inspire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, un concept légèrement différent, qu'on va nous-mêmes combiner avec un autre champ de conceptuel qui était complètement éloigné, je sais pas, du yoga, la spiritualité, peu importe, du coup, ce qui va nous permettre de créer une image encore plus grande pour décrire, et en fait, c'est ça, l'émergence d'idées, ça se passe vraiment par sérendipité, c'est, je suis en train de réfléchir, justement, à la macroéconomie, ou à la productivité, tiens, je réfléchis à la productivité, puis là, je suis en train de lire un livre en ce moment sur les optiques, donc du coup, je me dis, tiens, en fait, il y a la métaphore du prisme qu'on pourrait prendre pour la productivité, et donc je suis en train de créer une nouvelle métaphore, et peut-être que ce prisme, en fait, ça va devenir une méthode dans laquelle je vais mettre d'autres idées dedans, et c'est comme ça qu'on fait émerger de nouvelles idées sur le plan conceptuel, en tout cas. Après, dans le plan de la créativité au niveau de la danse, de l'art, des images, etc., c'est encore un peu différent, parce qu'on ne passe même pas forcément par ce champ conceptuel, mais en tout cas, dans le champ conceptuel, à mon avis, c'est ça l'idée, c'est d'aller au travers des connaissances pour les observer et ensuite avoir un workbench, un atelier sur lequel on peut disposer toute notre matière pour justement créer quelque chose de nouveau. Seconde partie de la vidéo, maintenant je vous propose de rentrer dans le très concret et de vous montrer à quoi peut ressembler justement des notes que j'ai dans mon système sur différents concepts, à la fois des concepts qui viennent donc de livres, de champs conceptuels, de méthodes, etc., d'approches, et à la fois des concepts qui viennent de moi-même, de discussions, d'idées que j'ai eues comme ça dans la rue ou autre. Et comment ça peut s'interconnecter également. Donc, quand je prends des notes sur un livre papier, vous le savez, le processus que j'utilise, c'est je fais une session de lecture et à la fin de la session, je me demande quels sont les concepts intéressants que j'ai retenus pendant cette session de lecture, enfin que j'ai découvert. Et ensuite, je fais une liste des concepts les plus intéressants que je veux retenir, qui m'ont touché. Et avec cette liste, ensuite deux options, soit j'ai le temps maintenant de réexpliquer tous les concepts en mes propres mots, et donc je prends des notes directes, ou bien j'ai pas le temps, et auquel cas c'est très bien déjà, j'ai simplement une liste de concepts que ensuite je pourrais reprendre quand je voudrais créer ma note, et je saurais quoi prendre en note. Ça me permet de m'assurer que
je vais aux first principles de la méthode. Je prends pas simplement des notes sur oh tiens, cette merveilleuse citation du gars qu'il a mis ou cette histoire, etc. Non, je prends des notes sur les first principles qui sont sous-jacents à la méthode, et ça me permet de gagner en compréhension et justement de me détacher du champ, détacher de la première approche qu'on a vue, du go deep, et d'aller plutôt dans le go through. Donc voilà quand je prends un livre papier. Et quand je prends un livre numérique, ce qui se passe, c'est que donc je lis sur Kindle, j'importe tous mes highlights dans mon logiciel de prise de notes, et ensuite je relis mes highlights, et pour chaque highlight, je me demande, tiens, c'est quoi le concept qui est dit en fait dans ce surlignage-là. Et ensuite, j'essaye d'en créer une note. Donc par exemple, hop, je viens là, je me dis, tiens, chaque vision du monde laisse place à la suivante lorsque certaines de ses limitations intrinsèques deviennent apparentes. Donc là, je pourrais appeler cette note-là, en fait, le concept de base, c'est le processus d'évolution du système de valeurs, du système de croyances, par le processus différenciation, transcendance, inclusion. Et voilà, du coup, comment je pourrais créer une note à partir de surlignage sur un livre numérique, sachant qu'ensuite, mon objectif, ça va être de reformuler en mes propres mots ce qui est dit au début de la note pour m'assurer que j'ai vraiment compris ce qui est dit dans le surlignage. Le fait aussi de le reformuler, ça me permet de l'apprendre mieux, de gagner en sharpness of thinking, et pas simplement d'avoir, encore une fois, un Wikipédia personnel, parce que si c'est pour ça, l'IA le fait très bien. Si un jour je veux avoir des notes sur ce livre, je demande à l'IA, je récupérerai des surlignages, il n'y a pas de problème. Là, le but, c'est vraiment d'avoir des notes personnelles. Bref, voilà comment je fais pour les livres numériques. Et ensuite, du coup, ça me donne, dans tous les cas, que ce soit un livre papier ou un livre numérique, donc une note de livre, avec, pour le livre, beaucoup de notes, qui sont en fait des notes qui contiennent à chaque fois un concept. Parfois, c'est résumé en mes propres mots, parfois pas. Je suis désolé, je fais pas le bon élève à chaque fois. Donc voilà ce que devient ensuite un concept dans mon système, c'est donc une note permanente. Et ensuite, ce que je peux faire avec cette note-là, c'est la reconnecter avec d'autres notes et me demander justement, tiens, comment ça résonne. Par exemple, je pourrais aller, je sais pas, dans d'autres choses que j'ai sur les valeurs, les connaissances, les systèmes de pensée. Par exemple, tiens, j'aimerais bien aller voir ce que j'ai du côté du yoga. Tiens, c'est intéressant. Le fait d'aller voir le yoga, ça me fait me dire, tiens, il y avait en fait, dans le système du yoga, un système moral universel, avec le yama et le niyama, qui sont en fait le moral et l'éthique. Ou les valeurs, plutôt les morales et les valeurs. C'est très intéressant parce que du coup, ça veut dire que tout le système du yoga, comme l'avait designé Patanjali en moins 2000, 2200, ça fait dire qu'en fait, c'était un système qui était ancré dans un système de valeurs précis. Qu'est-ce que ça donnerait de faire un yoga intégral aujourd'hui? Un yoga qui voit les limitations de justement ce système de valeurs-là, et qui permettent justement de voir, je sais pas, les différences, comme on disait tout à l'heure, avec le niveau de valeur. Waouh, c'est très intéressant. Et donc vous voyez, le fait d'avoir des petits concepts indépendants qui sont disponibles de partout dans mon workshop, dans mon workbench, ça va me permettre de faire émerger quelque chose de nouveau. Et il y a un autre truc qui est très intéressant dans le système, c'est quand on ouvre une vue graphique autour d'une note actuellement en cours d'utilisation, on peut zoomer dedans et on peut commencer à penser à des liens qui peuvent exister entre notre note actuelle et plein d'autres concepts qu'on a. Comme on le faisait avant, mais sans cette vue graphique. Là, la vue graphique nous permet de nous balader et de se dire, tiens, il y a des choses qui sont intéressantes. Autour peut-être, par exemple, d'un protocole qu'on pourrait mettre en place. Là, on a dit que quand on a des parts de nous qui restent dans des niveaux inférieurs de développement, ça crée des shadows, etc. Peut-être qu'il y aurait un processus qu'on pourrait optimiser grâce à justement la technique Vipassana, en l'occurrence, pour observer ses pensées, envies et sensations, pour évoluer, et donc observer les parts de soi qui restent encore en arrière. Peut-être qu'on pourrait imaginer une méditation là-dessus, peu importe en réalité ce qu'on veut faire, mais vous voyez, je viens d'avoir par exemple une nouvelle idée, justement en étant dans mon système, et grâce à cet atelier qui est bien préparé, voir les notes comme un médium pour l'émergence d'idées. Dans ce système, ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment prendre des notes sur n'importe quoi. Par exemple, là, j'étais beaucoup dans la philosophie, les concepts et tout. Mais ensuite, j'ai été simplement dans Wabi Sabi, donc un concept autour de la beauté des choses impermanentes, etc. Et je peux vraiment voir des liens incroyables entre justement le champ conceptuel de la philosophie, etc. et justement cette philosophie du Wabi Sabi. Et ça va peut-être me donner des dizaines d'idées que je pourrais prendre pour illustrer des concepts philosophiques, etc. Donc, il y a vraiment une énorme valeur à avoir des notes qui viennent de plein de champs conceptuels différents qu'on va pouvoir remettre ensemble pour voir les liens qui existent et faire émerger l'essence des concepts à chaque fois. Maintenant, pour réussir à devenir un vrai athlète intellectuel, un artiste des connaissances qui fait émerger de nouvelles perspectives, de réflexion, etc., il n'y a pas d'autre choix que d'y mettre du temps.
Et donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre le commitment, de lire 1 heure par jour, et de prendre des notes au moins 15 minutes par jour pour réfléchir, ne serait-ce qu'à votre vie, à là où vous en êtes, à ce que vous voulez faire, à vos idées. Et c'est là que la divergence va arriver, c'est là que vos connaissances vont se renforcer. Je ne sais pas quand est-ce que vous pouvez lire, si c'est le matin, quand vous êtes encore dans l'espace un peu brumeux, le soir, le midi, peu importe. Il faut que vous trouviez votre moment et que vous mettiez cette routine de lecture. Il y a rien d'autre à faire en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Peut-être que les différents éléments que j'ai évoqués dans cette dernière vous ont paru intéressants. Mais si vous ne me suivez pas depuis longtemps, vous ne savez peut-être pas comment je m'organise dans mon logiciel de prise de notes, quel est ce logiciel de prise de notes, comment aller en profondeur avec les concepts, comment mettre en place un bon système de gestion des connaissances personnelles. Si vous vous posez toutes ces questions et que vous voulez creuser, je vous mets un lien en description qui va vous rediriger vers une masterclass d'1h30 dans laquelle je vous détaille pour le coup la partie pratique de tout le système, comment ça se met en place, comment on fait pour le créer. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez y accéder. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!